Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, le podcast qui vous permet d'entendre des entrevues un peu plus longues, où on prend le temps de prendre le temps. J'aime bien dire ça de cette façon-là. Vous pouvez nous entendre, Parents et Amis, sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple et sur le canal Parents et Amis sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être capable de nous entendre et d'aller écouter. Il y a quand même beaucoup de podcasts. C'est la 3e année. On est rendu, je pense, au 7e ou 8e épisode. À chaque jeudi, habituellement, on dépose en ligne pour ce qui est du podcast. Mon invité aujourd'hui est une spécialiste de l'analyse politique du système politique américain. Elle est politologue et journaliste. Elle est depuis longtemps une de mes collaboratrices. Vous la connaissez très bien. Et vous aimez ses lumières, de même que je l'apprécie également. Elle est basée à Washington de 89 à 2018. Marie-Christine Bonzon, nommée journaliste à Voice of America, puis correspondante de la BBC. Elle a couvert les mandats de 5 présidents américains, George Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama et Donald Trump. Aujourd'hui, elle est de retour dans l'Hexagone où elle décrypte la politique américaine et les politiques des États-Unis pour les médias français et internationaux. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Bonjour Gilles, ça va très bien et vous? Oui, je me sens toujours un peu intimidé en voyant le parcours que vous avez, mais en même temps, je me dis, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, sans dire que c'est simple, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, la politique américaine et par déférence la politique internationale. Oui, on apprend tous les jours, mais effectivement, oui, mon expérience, mon parcours, ma vie aux États-Unis pendant près de 30 ans, effectivement, et mon travail là-bas, effectivement, me renseigne assez bien surtout sur, je dirais, la psyché américaine, la méthode de pensée, les mentalités des Américains, y compris des responsables américains au sein du gouvernement. Et là, vous avez une belle étude vivante, c'est-à-dire passer de Trump à Biden, c'est quand même 2 mondes. Oui, on a déjà parlé, vous et moi, l'an dernier, à propos de Biden et du désastre de sa gestion du retrait américain d'Afghanistan. Et nous voici maintenant avec un autre dossier qui n'est pas très éloigné, finalement, puisqu'on parle des problèmes de l'OTAN. On pensait effectivement que l'OTAN était un peu divisée, même beaucoup, après le désastre en Afghanistan. Et on se retrouve là maintenant avec l'OTAN au centre à nouveau de tensions, cette fois-ci en Europe. Donc, depuis quelques semaines, les tensions entre la Russie et les pays occidentaux sont à leur comble. Les craintes d'une guerre sont constantes, sont présentes. Pourquoi? Commençons par le début. Pourquoi cette escalade récente des tensions? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les derniers mois? Bon, ça a démarré vraiment en avril 2021, donc il y a un petit peu moins d'1 an, avec des manœuvres militaires de la part de la Russie. Alors, des manœuvres militaires sur le territoire de la Russie, le long de la frontière avec l'Ukraine, suivi en juin-juillet de manœuvres cette fois-ci militaires entre les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine. Ça se passait quelque part en mer Noire. Et puis une escalade des propos entre Joe Biden et Vladimir Poutine, et Joe Biden et son administration qui, de plus en plus, à partir de novembre, parlent d'une attaque, d'une invasion russe imminente. C'est le mot l'adjectif qu'ils ont choisi de mettre en avant, imminente. Ça fait quand même des mois qu'elle est imminente, ce risque d'invasion, depuis du point de vue américain. Et de son côté, Poutine, qui lui aussi escalade les propos, il rappelle que son pays est doté de l'arme nucléaire, et qu'il n'y aura pas de gagnant s'il y a une guerre. Enfin bref, il y a un nouveau donc déploiement militaire russe en novembre. Et les États-Unis, donc, qui commencent à envoyer quelques conseillers en Ukraine. Ils en avaient déjà, mais ils en envoient au moins 160, de ce que l'on sait, peut-être d'autres. Voilà, donc on a ensuite, je dirais, un aller-retour par téléphone, essentiellement entre Washington et Moscou, autour des exigences formulées par Vladimir Poutine, pour essayer de répondre à ces préoccupations de sécurité nationale. Et un dialogue qui pour le moment se poursuit, mais qui semble être un dialogue de sourds. Et pourquoi en ce moment, Gilles? Eh bien, Poutine lui-même est affaibli à l'intérieur. Le Covid fait des ravages en Russie. L'opposition, il est en train de l'écraser, mais elle n'est pas complètement écrasée. Elle se fait entendre. Il est affaibli, Vladimir Poutine, en ce moment. Et il semble
vouloir tenter de tirer profit de l'affaiblissement du gars d'en face, de Joe Biden. On vient d'en parler, l'Afghanistan n'a pas été une grande réussite pour le moins pour Joe Biden, son retrait, en tout cas sa gestion du retrait. La situation politique du président américain dans son propre pays n'est pas bonne du tout. Mhm. Monsieur Biden est un président très affaibli en ce moment auprès de son opinion publique, l'opinion publique américaine, et puis l'affaiblissement de l'OTAN, évidemment, à la suite de l'Afghanistan. L'OTAN était une organisation assez divisée. On sait déjà que certains, d'ailleurs, comme le président français Emmanuel Macron, bien avant d'ailleurs le désastre de la gestion du retrait d'Afghanistan par monsieur Biden, monsieur Macron avait déclaré que l'OTAN était une organisation obsolète, en état de mort cérébrale. Donc on voit qu'il y avait là un affaiblissement de l'OTAN dont M. Poutine a probablement voulu tirer parti avec ces tensions. Comment on en est arrivé là? Est-ce que, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, est-ce qu'on remonte à la dislocation de l'URSS? Est-ce que ça remonte aussi loin que ça? Ah oui, tout à fait. Il s'agit en ce moment de ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est la dernière irruption en date, mais il y a eu beaucoup d'irruptions par le passé, et toutes trouvent leur origine dans la chute du mur de Berlin. C'était en novembre 1989. Toutes trouvent leur origine dans l'effondrement de l'URSS, l'Union soviétique, en décembre 1991, et ses conséquences géopolitiques. Bon, l'Ukraine, à l'époque, est alors dans la sphère soviétique, mais les prédécesseurs de Vladimir Poutine, Poutine lui-même ensuite, tiennent à ce que l'Ukraine ne sorte pas de la sphère russe. Vous voyez la distinction de leur côté. Les États-Unis, Bush père d'abord, c'est entre 89 et 91, puis Clinton, et ses successeurs, eh bien, ils veulent ancrer les anciens pays satellites de la Russie soviétique dans le camp de ce qu'ils appellent la démocratie, le libre marché. Ils veulent aussi contrer toute éventuelle résurgence de la Russie, toute éventuelle menace d'une Russie toujours armée de l'arme atomique, en élargissement, peu à peu, l'OTAN. Parlons de l'OTAN, le rôle de l'OTAN et l'enjeu de la non-adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça semble être crucial dans tout ça, là. Oui, il faut se remettre un petit peu à l'époque. On a donc Bill Clinton dans les années 90, et juste avant lui, donc George Bush le père, George Herbert Bush. Et il faut rappeler ici, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, Gilles, c'est que l'OTAN, à la date de l'effondrement de l'URSS, comptait 16 membres seulement, dont les USA, dont le Canada, dont la France, parmi les plus anciens. Ils étaient entrés dans l'OTAN à sa formation en 1949. Aujourd'hui, l'OTAN en compte 30 États membres. Alors, on se souvient peu qu'après la chute du mur de Berlin, il y a eu un débat entre Washington et Moscou sur le point de savoir ce que devait devenir l'Allemagne réunifiée. On avait la RDA qui rejoignait la RFA. Est-ce que tout cela devait être dans l'OTAN ou non ? Et lors de ces discussions, on a eu donc James Baker, qui était alors le ministre des Affaires étrangères de Papa Bush, qui a promis verbalement, pas par écrit, mais verbalement à la Russie, de Mikhail Gorbatchev, puis de Boris Eltsine, qu'en contrepartie de l'appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN, eh bien l'OTAN n'avancerait pas, comme l'a dit James Baker, n'avancerait pas d'un pouce vers l'Est. D'un pouce de plus, au-delà de l'ancienne Allemagne de l'Est. Or, Washington va rapidement changer d'avis, ou alors, pour d'autres, rompre sa promesse. Là aussi, on tend à l'oublier, mais il y avait eu un débat, cette fois à Washington même, sur l'expansion de l'OTAN. Donc, on n'est plus avec George Bush père, on est avec Clinton. 1995, Clinton demande au Congrès d'accélérer l'expansion de l'OTAN vers les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, donc éventuellement aux frontières de la Russie. Mais on oublie qu'il y avait eu tout un débat à Washington sur la question, et qu'il y avait eu l'opposition de figures majeures, je dirais de l'establishment de la politique étrangère américaine de l'époque, des gens comme Theodore Sorensen, ancien conseiller du président Kennedy. Il y avait eu une lettre signée par 50 experts de la politique américaine étrangère, qui avait été envoyée, une lettre ouverte à Bill Clinton en 1997, dirigée par Susan Eisenhower, la fille de l'ancien président Eisenhower. Dans cette lettre, ces experts très connus, notamment Robert McNamara, l'ancien ministre de la Défense, mais pas seulement, et d'autres, eh bien, ces experts-là disaient non, Bill Clinton, surtout n'élargissez pas l'OTAN comme vous souhaitez le faire. Ce serait une erreur
historique, disait-il dans cette lettre ouverte. Il y avait des gens comme Bill Bradley, l'ancien sénateur, il y avait des gens comme le sénateur Sam Nunn, c'était des gens de poids qui disaient ça et qui disaient essentiellement, et même je les lis là expressément, la Russie ne pose pas de menace à ses voisins occidentaux et les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale ne sont pas en danger. La vraie menace, disait-il, ce n'est pas le flanc est de l'OTAN, c'est le flanc sud. Et d'une manière assez visionnaire, il disait, c'est le Moyen-Orient et la menace de l'islamisme montant qui est la menace principale et non pas la menace de l'ancienne URSS de la Russie. Bill Clinton n'écoute pas ses opposants pourtant de poids, et en 97, donc on le sait, il engage donc dans l'OTAN la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, et ça va continuer. Il y a à nouveau un débat après cela, tout de suite après, en janvier 1998, une coalition qui se forme à Washington, toujours avec des gens de poids comme Jonathan Dean, qui était ambassadeur de l'OTAN pendant l'administration Carter. Et il forme là aussi une coalition, si vous voulez, qui exprime auprès de Bill Clinton, mais également des élus du Congrès, qui étaient favorables à la politique d'expansion de l'OTAN. Ils leur disent à nouveau que cette expansion, qui pourrait inclure l'Ukraine, les États baltes ou l'Azerbaïdjan, pourrait provoquer, et je cite, une confrontation avec la Russie, et donc ils mettent en garde contre une politique qui leur semble dangereuse et mal placée, puisque à nouveau ils disent la véritable menace, ce n'est pas la Russie, c'est non seulement la montée de l'islamisme au Proche-Orient, mais c'est aussi, disent-ils, que si l'on si on élargit l'OTAN jusque vers les frontières de la Russie, eh bien on va pousser la Russie dans les bras de la Chine, avec éventuellement une alliance entre Russie et Chine. C'est la dernière chose que les États-Unis veulent voir, disent-ils, et pourtant ils ne sont pas non plus entendus, et on va voir les successeurs de Bill Clinton continuer à élargir l'OTAN. 2004, W. Bush le fils l'élargit aux pays baltes, donc Lituanie, Lettonie, Estonie et compagnie, la Bulgarie, la Roumanie, on continue. 2009, c'est Obama qui le fait avec l'Albanie et la Croatie, et on voit Trump qui parfois a rompu avec la classe politique américaine et parfois fait beaucoup de continuité, puisque il inclut dans l'OTAN le Monténégro et la Macédoine du Nord. Mais dites-moi, Marie, est-ce que les autres pays membres, là on parle beaucoup des États-Unis, mais les autres, l'Angleterre par exemple, dans l'OTAN, est-ce qu'il y avait un mot à dire, ou c'est vraiment penser que le leadership, dans les faits, n'appartient qu'aux Américains? Le leadership des Américains est évidemment un leadership de très grand poids au sein de l'OTAN, puisqu'ils payent la majeure partie des dépenses. On sait que les pays européens, et ce n'est pas seulement Donald Trump, mais tous ses prédécesseurs quasiment depuis Bill Clinton, se sont plaints que les pays européens ne participaient pas assez au sein de l'OTAN. Évidemment, l'OTAN est une organisation consultative, bien sûr, et faite de concertation, mais il est évident que le poids des États-Unis est essentiel. Et à Washington, malgré cette opposition dont je viens de parler, eh bien, les élus du Congrès, démocrates et républicains, dans leur vaste majorité, ont appuyé la politique d'expansion de Bill Clinton. Et à partir de ce moment-là, on l'a vu, tous les autres présidents ont emboîté le pas à Bill Clinton. Et à ce moment-là, évidemment, il était fort difficile pour certains pays européens qui peut-être l'auraient souhaité d'empêcher cet élargissement. C'est un genre de politique de décideur-payeur et non pas d'utilisateur-payeur. Il décide parce qu'il paye la facture, effectivement. Dites-moi, Marie, est-ce que l'Ukraine a tourné le dos à la Russie en réaction à l'annexion de la Crimée par les Russes après les Jeux olympiques? Je pense que ça s'est fait. Oui, alors tourner le dos, c'est pas exactement la bonne expression. Je dirais qu'elle s'est rapprochée de l'Ouest. Elle avait déjà des relations assez évidemment contentieuses avec la Russie avant l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014. Bon, à partir de 2014, effectivement, elle se rapproche encore de l'Ouest. On sait qu'il y a un autre conflit qui se développe dans l'Est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, après l'annexion de la Crimée. Bon, Kiev établit des relations de plus en plus étroites avec l'Ouest, avec l'Occident, avec une plus grande intégration dans le système politique, économique, militaire. Elle a des accords d'association avec l'Union européenne. Elle noue une aide militaire avec les États-Unis sous Obama et sous Trump. Et il faut le dire, avant 2014, il y avait déjà un certain partenariat
entre l'Ukraine et l'OTAN. Avant l'annexion de la Crimée, notamment dès 1991, l'Ukraine est membre du Conseil de coopération transatlantique. Et en 1997, il y a eu la formation d'un corps, d'un organe particulier qui la concerne, qui est la commission OTAN-Ukraine. Donc on voit que ce partenariat existait déjà, mais à partir de 2014, ce partenariat se développe avec l'OTAN, après l'annexion de la Crimée. Et en juin 2017, le Parlement ukrainien va adopter une loi qui pose l'adhésion à l'OTAN comme un objectif stratégique de la politique étrangère et de la sécurité de l'Ukraine. Donc le président Volodymyr Zelensky, qui est élu un peu plus tard, eh bien, va approuver cette nouvelle stratégie de sécurité nationale de l'Ukraine, et elle prévoit précisément le développement du partenariat spécifique OTAN-Ukraine en vue d'une adhésion du pays à l'OTAN, mais cette date n'est jamais fixée. En quoi l'arrivée de l'Ukraine dans l'OTAN, hypothétique pour l'instant, serait une catastrophe pour la Russie? Ça semble fondamental. Oui, c'est fondamental pour les Russes, pour la Russie et pour tous les présidents russes. La catastrophe du point de vue de la Russie, c'est une catastrophe non pas uniquement du point de vue de Poutine, mais aussi de ses prédécesseurs, et ce depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS dont on parlait tout à l'heure. C'est une catastrophe sous plusieurs angles, je dirais, notamment évidemment culturelle et historique, catastrophe culturelle historique, parce que essentiellement si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN et basculait complètement donc dans le camp occidental, si vous voulez, dans le camp européen et occidental, eh bien ça reviendrait de leur point de vue aux Russes à séparer le berceau de la Russie de la Russie. En effet, on sait que historiquement, au commencement de l'histoire de la Russie, il y avait Kiev, la capitale de l'actuelle Ukraine. C'est autour de Kiev qu'on a eu un État qui a rassemblé les Slaves et qui s'est formé au Moyen-Âge, au 9e, 10e siècle, et ce jusqu'à la destruction de la ville de Kiev par les Mongols en 1240. Donc ça remonte à très loin. Oui. De leur point de vue aussi, ça serait, Gilles, une catastrophe politique, parce que ça diminuerait ce que les Russes comprennent comme une sphère d'influence dans cette région d'Europe orientale. Et puis ça serait une catastrophe stratégique et militaire de leur point de vue, parce que, évidemment, si l'Ukraine entrait dans l'OTAN, eh bien à ce moment-là, la Russie partagerait cette partie de cette frontière de sa frontière avec l'OTAN. Donc la Russie considère que ça serait affaiblir sa sécurité nationale, puisque à ce moment-là, si l'Ukraine rentrait un jour dans l'OTAN, eh bien les seuls États tampons qui resteraient, ça serait le Bélarus et la Géorgie. Dites-moi, si on parle de M. Poutine, qu'est-ce qu'il veut exactement au sortir de ça ou dans les négociations actuelles? Parce que le grand public, nous, on voit les charges militaires autour du pays, puis finalement, dans le discours politique, on entend que M. Poutine, finalement, il veut pas faire d'offensive, sauf que nous, on voit tous ces soldats. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut exactement. Oui, ça fait beaucoup de soldats. Ça fait beaucoup de soldats massés, effectivement, le long de la frontière de l'Ukraine, d'autant qu'il a également des manœuvres militaires qui se déroulent en Bélarus, on en parlait à l'instant du Bélarus, et qui doivent se terminer ce dimanche, le 20 février. Oui, il y a un débat sur le point de savoir si Poutine a des intentions guerrières ou pas. Donc Poutine, lui, si on lui demande, il dit, et on lui a demandé bien sûr, Poutine dit que non, qu'il n'a pas l'intention de faire la guerre et d'envahir l'Ukraine. Joe Biden, lui, dit que oui, mais je dirais plutôt moui. Il dit moui. Ces dernières semaines, en effet, on a vu une escalade verbale à Washington, mais en même temps, on entend un petit peu de tout depuis Washington. Ils ne savent pas exactement. L'administration Biden dit la guerre, c'est le choix de Poutine, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, l'administration Biden, depuis maintenant 3 mois, nous dit que l'invasion est imminente, que Poutine souhaite provoquer un conflit en montant de toutes pièces une attaque sur ses propres troupes, en diffusant une vidéo qui ferait croire à une attaque ukrainienne et justifier une invasion. Bref, et ils vont même, jusqu'à ces derniers jours, à prévoir et à nous dire que l'attaque ou l'invasion russe aurait lieu soit le 16 février, soit le 20, sans attendre la fin des JO à Pékin. Okay. Alors pour le moment, Gilles, ce qu'il faut dire, c'est que on n'est pas dans la tête ni de M. Biden ni de M. Poutine, mais ce qu'il faut le dire, c'est que les renseignements qui ont été présentés par l'administration Biden pour appuyer ces propos que je viens d'évoquer rapidement, sont des renseignements que l'administration Biden ne présente pas en détail. Mon
collègue Matt Lee de Associated Press, qui est un correspondant de très longue date au département d'État à Washington, est à peu près le seul à avoir véritablement mis sur le grill pour le moment le porte-parole du département d'État sur cette question. Et c'est un point important car évidemment, moi et d'autres, on se souvient de 2002-2003, c'est-à-dire l'administration Bush alors, qui présentait au monde, aux journalistes et au monde, des renseignements qui laissaient à penser que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Donc ces renseignements américains avaient été diffusés pour justifier sur des bases erronées ou mensongères, c'est selon une guerre contre Saddam Hussein. Alors le contexte est très différent aujourd'hui, aujourd'hui c'est la Russie qui serait l'initiateur d'une guerre, d'une invasion, mais il faut bien dire que la crédibilité du gouvernement américain a déjà été mise à mal par le gouvernement américain à propos de l'Irak. Et sans remonter jusqu'à l'Irak, 2002-2003, je dirais que la fiabilité des renseignements américains ou de l'interprétation que la Maison-Blanche fait de ces renseignements a été secouée l'an dernier à propos précisément de l'Afghanistan. Il faut se rappeler qu'en juillet et en début août dernier, le président Biden et ses ministres affirmaient publiquement que les talibans ne feraient pas tomber le gouvernement afghan et que le retrait américain de Kaboul ne donnerait pas lieu à un désastre réminiscent de la chute de Saïgon. Et ils s'appuyaient pour cela, disait-il, sur des renseignements américains. Donc, ce que l'on sait, ce sont les objectifs de Poutine, qu'on a vus dans les demandes qu'il a faites à Biden en décembre dernier. Poutine qui a demandé à Biden en décembre dernier, quand ils se sont parlé, il a demandé à ce que l'Ukraine n'ait jamais de statut permanent au sein de l'OTAN. Et il a demandé également qu'il y ait un retrait des forces armées qui sont stationnées dans des pays qui ont rejoint l'Alliance Atlantique, l'OTAN, après justement les décisions prises par Bill Clinton. Voilà, donc au-delà de ça, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine? Peut-être aussi narguer les États-Unis à un moment de faiblesse, on l'a vu pour Biden. Peut-être aussi faire le jeu de la Chine. Toute cette affaire qui dure maintenant depuis plus de 3 mois, on vient de le voir, eh bien, elle détourne l'attention des responsables américains de leur priorité suprême, qui est de leur propre aveu la zone Indo-Pacifique et le problème de la montée de la Chine. Donc, les Américains, les responsables américains savent faire 2 choses à la fois. Et on a vu il y a quelques jours Anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères de Joe Biden, aller justement dans l'Indo-Pacifique, en plein milieu de ces tensions avec la Russie, comme pour prouver à Vladimir Poutine que les États-Unis peuvent, comme on dit en anglais, Gilles, walk and chew gum at the same time, c'est-à-dire marcher et mâcher du chewing gum en même temps, c'est-à-dire faire 2 choses à la fois. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont jamais eu de difficulté à faire 2 choses à la fois, mais bon, voilà. Le fait est que la crise autour de l'Ukraine accapare quand même, depuis au moins novembre, Joe Biden, ses conseillers, ses ministres, son conseiller pour la sécurité nationale, John Sullivan, Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, Lloyd Austin, et cette crise mobilise également et accapare les services de renseignement apparemment américains. Et ce, à cause d'un pays, la Russie, que les États-Unis, depuis au moins Obama, considèrent comme une puissance régionale de 2e ordre et déclinante. En fait, le problème, c'est souvent de savoir, dans ce cas-ci, j'ai bien compris que vous dites la crédibilité des Américains dans les récents conflits s'est estompée un peu, mais on aurait été tenté de croire que les Américains, la position des Américains, ce qu'ils disent sur l'éventualité d'une invasion est plus crédible que les Russes, mais finalement, là, c'est le jeu de qui dit vrai. Parce que les Russes disent, les Américains exagèrent, on ne veut vraiment pas envahir, on n'est pas prêt de ça, on est encore prêt de négocier, on est prêt à voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme entente. Donc, finalement, moi, comme citoyen, comme observateur, je me demande vraiment, soit qui ment le mieux ou qui dit vrai. C'est le jeu des grandes relations internationales, c'est n'est-ce pas? C'est difficile de s'y retrouver, Marie. Pas évident. On l'avait vu en 2002-2003 et avant l'invasion de l'Irak, on était effectivement en pleine propagande et là on a effectivement une crise, des tensions entre la Russie et les États-Unis. Effectivement, on se retrouve à être effectivement les sujets d'une guerre de mots, d'une guerre de propagande aussi bien qu'une guerre, je dirais, idéologique, stratégique qui se mène actuellement. Heureusement, non pas une guerre militaire pour le moment. Non, c'est sûr. Et puis, de dire que l'invasion est probable, c'est difficile à dire aussi.
On ne peut pas Ben, confirmer il ça. y a certains dirigeants occidentaux, il y a certains experts militaires occidentaux, ils ne sont pas peu d'ailleurs, qui ne croient pas en une invasion russe Militaire. de l'Ukraine. Et d'ailleurs, l'exemple le plus haut placé, à ma connaissance, c'était, je parle au passé parce qu'il a dû démissionner après avoir tenu les propos qu'il a tenus, c'était le chef de la marine allemande, le vice-amiral Keachim Schonbach, le 15 février, donc il a indiqué effectivement qu'il ne croyait pas que Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine et sa ministre de tutelle lui a demandé de démissionner. Mais ce vice-amiral allemand n'est pas le seul à penser effectivement dans le camp occidental que cette invasion n'est pas probable, tout simplement parce que si M. Poutine envahissait l'Ukraine, même si les Occidentaux ont signalé qu'ils ne mettraient pas un seul soldat sur le terrain ukrainien pour défendre l'Ukraine, il y aurait des sanctions, a dit M. Biden, et ont dit tous les autres membres de l'OTAN, des sanctions extrêmement massives, voire sans précédent, contre la Russie. D'ailleurs, le ministre russe de la Défense a indiqué qu'il retire certaines troupes de la région de Russie, qui borde la frontière avec l'Ukraine, le 15 février. Il explique que les manœuvres sont presque finies. Les autres manœuvres, celles que j'évoquais tout à l'heure, elles, avec l'armée de Bélarus, doivent se terminer ce dimanche, le 20 février. Alors bien sûr, il faut attendre et voir si ces déclarations russes sont vraiment suivies d'un retrait effectif sur le terrain. Pour le moment, l'OTAN se déclare prudemment optimiste, mais elle dit qu'elle ne voit pas de signes concrets de désescalade militaire de la part des Russes. Et Joe Biden non plus n'y croit pas. Il a indiqué que M. Poutine a toujours, d'après Joe Biden, 150 000 soldats qui, je cite Joe Biden, encerclent l'Ukraine. Donc on en est là pour le moment, mais il est certain que certains experts militaires occidentaux ne pensent pas qu'il soit en tout cas dans l'intérêt de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Parlons un peu de Joe Biden, parce que bon, il est président en poste présentement, mais on ne sent pas un président si imposant. Les appuis populaires de M. Biden s'érodent aussi dans son pays. Il faut voir aussi comment il vit sa présidence, qui semble tumultueuse d'une certaine façon et difficile. Moi, comme observateur, encore une fois, Marie, j'ai la difficulté à imaginer qu'il y ait si peu de médias qui puissent intervenir. On a l'impression que c'est juste, lui arrive là, s'installe au micro, dit ce qu'il a à dire, puis il s'en va. Il n'y a pas beaucoup d'échanges avec les médias, il me semble. Oui, non, tout à fait. C'est pas une impression, c'est une réalité, effectivement. Et d'ailleurs, cet état de fait, c'est-à-dire le fait que Joe Biden est l'un des présidents américains qui, au cours de sa première année de présidence, a fait le moins de conférences de presse en solo avec les journalistes, lui est reproché par notamment l'association des correspondants accrédités à la Maison-Blanche, qui en septembre a déposé plainte auprès de la Maison-Blanche en disant que le président Biden n'était pas assez accessible aux médias. Mais bon, sur le plan politique, effectivement, c'est un président qui est en difficulté dans son propre pays, qui est un président affaibli, comme je le disais tout à l'heure. Il est moins dans les sondages actuellement aux États-Unis, et depuis longtemps d'ailleurs, depuis plusieurs mois, il est moins populaire auprès de ses compatriotes que Donald Trump au même moment de son mandat présidentiel. C'est dire, parce que Donald Trump, on le sait, a été l'un des présidents américains dans l'histoire récente des États-Unis les moins populaires. Au 14 février, en moyenne de sondage, M. Biden faisait 40,4% de satisfaits. Et au même moment de son mandat, le 14 février 2018, Trump faisait 41,6. C'est pas beaucoup plus, mais vous voyez, c'est quand même moins que Donald Trump. Donc là, il y a un problème, effectivement, pour Joe Biden, et surtout la majorité des Américains, y compris la majorité des démocrates, désapprouvent l'action de Biden dans tous les gros dossiers. Économie, Covid, immigration, y compris en politique étrangère. La grande majorité des Américains désapprouvent son action en politique étrangère, et cette baisse, dans les sondages, Joe Biden l'a vu à partir, je dirais, de mai-juin dernier, et à partir du 15 août, date de la chute de Kaboul et des conditions ahurissantes et tragiques du retrait américain d'Afghanistan avec l'OTAN, eh bien, ça n'a plus été une baisse dans les sondages, ça a été une véritable dégringolade pour M. Biden dans les sondages. Si on revient au conflit, parce que c'est ça l'actualité du moment, est-ce qu'on doit comprendre pourquoi les Américains s'impliquent autant dans le conflit? Habituellement, il y a soit des intérêts économiques, des ressources, des positions stratégiques. Qu'est-ce qui motive les Américains à être aussi présents dans le conflit qu'on dit Russie-Ukraine?
Bah, d'abord, c'est l'OTAN, bien sûr, hein, on l'a vu, Mhm, c'est mhm. absolument crucial pour les États-Unis. C'est un élément de leur politique stratégique et géopolitique. On a vu, tout à l'heure, on parlait de l'élargissement de l'OTAN en Europe, géographique, hein, décidé par Bush père et Bill Clinton. Mais on sait que depuis, hein, l'OTAN, évidemment, a vu ses missions dépasser le cadre même de l'Alliance Atlantique Nord en soi, puisque effectivement l'Afghanistan n'avait rien à faire effectivement dans le terrain européen, bien sûr, c'est beaucoup plus loin. On sait aussi qu'il y a eu des opérations de l'OTAN qui ont été montées en Afrique. Bref, on voit que l'OTAN est devenu un outil, si vous voulez, particulièrement important dans la politique étrangère des États-Unis. Et d'ailleurs, l'an dernier, lors du sommet de l'OTAN, auquel assistait M. Biden en personne ici en Europe, eh bien, on a vu un communiqué conjoint des États-Unis et des autres membres de l'OTAN, dans lequel M. Biden a réussi à faire insérer pour la première fois dans un communiqué de l'OTAN le nom de la Chine. Hein, donc on voit toujours cette obsession nouvelle et actuelle à Washington de la montée de la Chine qui trouve une réverbération dans l'OTAN. Donc il y a l'OTAN évidemment qui explique cette implication des États-Unis dans le conflit actuel ou dans la crise actuelle autour de l'Ukraine. Il y a évidemment la relation entre les États-Unis et la Russie et Poutine. Poutine aussi aux États-Unis, à Washington, est devenu une bête noire. Hein. Il y a un consensus entre les élus démocrates et républicains au Congrès sur le sujet. Et là, je dois dire qu'il y a eu aussi un certain revirement observé depuis Trump. Hein. On sait que les démocrates sont beaucoup plus remontés contre la Russie que les républicains actuellement. C'est un certain revirement. Auparavant, c'était l'inverse. Mais Trump a changé cette donnée dans la politique américaine et les allégations, toujours non prouvées d'ailleurs, de collusion entre Trump et la Russie ont participé à cette évolution. Et donc aujourd'hui, il y a consensus entre les démocrates et les républicains pour faire de Poutine leur bête noire. Et pourquoi les États-Unis s'impliquent-ils autant dans cette crise en Ukraine? C'est que les Américains eux-mêmes se le demandent en tout cas. Hein. Il y a des sondages qui nous disent Oui. que Qu'est-ce qu'on fait il y a là? un consensus. Oui, si les élus, eux, les élus sont d'accord pour effectivement s'impliquer beaucoup, le peuple américain, c'est pas évident parce que on regarde les sondages, notamment un sondage chez le Pew Center qui montre ça très clairement. On voit là par contre un consensus entre les électeurs démocrates et les électeurs républicains pour dire que la menace représentée par la Russie n'existe pas ou est de faible importance. Il y a seulement 26% des Américains qui sont sondés qui considèrent que la Russie fait peser une menace grave sur l'Ukraine. Et il y a même beaucoup d'Américains aux États-Unis en ce moment, Gilles, qui se demandent pourquoi aussi leur gouvernement se mobilise tellement à propos du respect de la frontière de l'Ukraine, mais pas apparemment autant à propos de la frontière très poreuse que les États-Unis ont avec le Mexique. Donc de leur côté, et jusqu'à très récemment, on a vu que les pays d'Europe de l'Ouest, eux, ont accusé Washington de faire cavalier seul, de ne pas assez les consulter et coordonner avec eux à propos de l'Ukraine. Donc certains pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, ont douté même de l'exactitude des renseignements américains et britanniques dont on parlait tout à l'heure sur le risque d'une attaque imminente. Le président français Macron a demandé ce qu'il a appelé des clarifications à Washington sur le sujet de ces renseignements américains. Il a même dépêché à la Maison-Blanche son propre conseiller politique qui s'appelle Emmanuel aussi, mais Emmanuel Bonne, et qui a fait un aller-retour éclair entre Paris et Washington pour obtenir ces clarifications. Aujourd'hui, on a plus de coordination entre les États-Unis et leurs alliés européens de l'OTAN, plus d'implication directe des responsables européens. On a vu évidemment M. Macron aller voir M. Poutine à Moscou. Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier allemand, également a fait le voyage de Moscou. Mais c'est vrai qu'au début, les Européens s'interrogeaient sur l'exactitude des renseignements américains et sont apparus également divisés au début et donc faibles. Et vous parliez de la population américaine qui était plus ou moins encline à voir les Américains s'impliquer en politique étrangère, mais c'est une chose qu'on voit, qu'on sent quand même, Marie, depuis plusieurs années dans les différents conflits armés ou non, où les gens disaient « Occupez-vous donc de nos problèmes américains quand il y a eu entre autres les désastres naturels et arrêtez de dépenser autant d'argent. » Puis de même, il y avait eu des vies humaines aussi des militaires américains, comme si la politique intérieure était devenue, depuis, je ne sais pas si on peut dire une dizaine d'années, beaucoup plus importante aux yeux des Américains que la politique étrangère.
Oui, tout à fait. On a vu ce changement. C'est une des conséquences très importantes au fil des années. C'est une des conséquences notamment de la guerre d'Irak. Oui, De cette oui. guerre sur des justifications mensongères Mhm. qui a été menée avec tous les dégâts qu'on a vus. Et c'est l'une des réverbérations que l'on voit jusqu'à aujourd'hui, effectivement, où les Américains souhaitent que l'argent qui a été dépensé à flot en Irak, en Afghanistan et ailleurs soit enfin dépensé aux États-Unis pour différentes nécessités de politique intérieure. Vous disiez, Marie, que la classe politique américaine est surtout en désaccord avec la politique de M. Biden à l'étranger, mais est-ce que vous trouvez que les médias américains épargnent M. Biden ou si on le challenge en bon québécois? Je dirais qu'il est peut-être moins épargné, un peu moins épargné par les médias américains qu'avant et que sur d'autres dossiers. OK. En ce qui concerne la crise ukrainienne, il a donné une conférence de presse en solo, rare conférence de presse, comme je le disais, c'était le 19 janvier. Il a été interrogé sur l'Ukraine et la Russie. Biden a fait une énorme gaffe. Il a indiqué que l'attitude des États-Unis dépendra de ce que fait Poutine, mais il a dit que si Poutine faisait seulement ce qu'il a appelé, M. Biden, une incursion mineure en Ukraine, ça serait OK. Vous voyez, donc ça c'était une gaffe énorme. Et en d'autres temps, à la Maison-Blanche, le président aurait été pilonné de questions tout de suite après ses propos par les journalistes présents à la conférence de presse, mais pas cette fois. Comme je le disais, le nombre de journalistes américains qui, je dirais, mettent sur le grill un petit peu l'administration Biden dans cette affaire ukrainienne se compte un peu sur les doigts d'une main, et notamment j'évoquais mon collègue Matt Lee de Associated Press qui couvre le département d'État depuis 1999, qui fait un excellent travail justement, mais on peut penser également plutôt à des médias justement qui sont sur l'aile gauche de la gauche, des médias comme The Nation ou Democracy Now! d'Amy Goodman, et curieusement sur l'aile droite de la droite, notamment comment dirais-je, on va dire le commentateur d'opinion qui est devenu aujourd'hui sur Fox News le dénommé Tucker Carlson par exemple. On a, de l'extérieur, Marie, on a parfois l'impression que les Russes arrivent mieux à s'entendre avec les pays européens, qui sont plus intéressés qu'avec les Américains, qui pourtant sont cruciaux dans la résolution de ce conflit-là. Oui, les deux côtés, oui. Est-ce que c'est plus un problème européen, dans le fond, c'était ma question? Oui, c'est-à-dire que la Russie et les pays européens doivent s'entendre. Ils sont voisins, donc ils sont plus voisins que les États-Unis et la Russie. C'est sûr. L'Ukraine est en territoire européen, bien sûr. La Russie et les pays européens ont d'ailleurs déjà œuvré diplomatiquement ensemble. Ils ont trouvé des accords. Il y a eu les accords de Minsk en 2015, après l'annexion de la Crimée, les négociations dites au format Normandie, c'est-à-dire entre la Russie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Donc vous voyez, il y a des forums, des forats qui sont là, qui existent. Et en Europe, il existe aussi, comme un petit peu à Washington, une certaine reconnaissance du fait qu'il faut éviter de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Ce vice-amiral allemand que j'évoquais tout à l'heure et qui a dû démissionner, disait notamment nous avons besoin de la Russie contre la Chine. Donc on voit qu'il y a des préoccupations là aussi importantes. Alors évidemment c'est un problème européen d'abord, bien sûr, mais c'est un problème pour l'OTAN, donc ça dépasse l'Europe, puisque évidemment les États-Unis, le Canada font partie de l'OTAN, et c'est un problème mondial, ça deviendra l'Ukraine un problème mondial s'il y a une guerre bien sûr. Mais même sans la guerre, je dirais, Gilles, que le problème dans une certaine mesure est déjà devenu un dossier mondial, ou en voie de mondialisation, si on peut dire, parce que Poutine, je l'évoquais tout à l'heure, s'est rendu à Pékin pour l'ouverture des JO, où il n'y avait personne. On sait que les États-Unis ont boycotté diplomatiquement les JO. Bon, c'était pour assister à l'ouverture des JO, mais c'était surtout pour obtenir, ce qu'il a obtenu, un communiqué conjoint avec son homologue chinois Xi Jinping, dans lequel ils disent tous les deux, l'amitié, c'est-à-dire traduisez la coopération, entre la Russie et la Chine n'a pas de limite, ont-ils dit. Elle n'a pas de limite. Alors Xi,
a apporté un soutien pour le moment moral à Poutine en disant qu'il soutient les préoccupations en matière de sécurité nationale de la Russie par rapport à l'Ukraine, qu'il soutient la position de Poutine. Bon, c'est quand même la première fois, hein, ce communiqué conjoint Chine-Russie, c'est quand même la première fois où la Chine se mêle d'un différend américano-russe et d'un problème de l'Europe et de l'OTAN. Donc c'est quand même un changement historique qui signale que la Russie a peut-être fini son fameux ralliement au giron chinois et que la Chine, de son côté, elle finit un peu sa métamorphose en puissance mondiale qui rivalise désormais avec les États-Unis, d'ailleurs n'importe où à la surface de la planète, mais même au-dessus de notre planète, dans la stratosphère. À cet égard, le communiqué conjoint de Poutine et Xi souligne bien que quand ils affirment que l'amitié, la coopération entre les deux pays n'a pas de limite, cela veut dire aussi bien que cette coopération va s'étendre à l'espace et même au cyberespace, au numérique. Bon, alors à cet égard, si on regarde ça, on peut se dire que les craintes ultimes exprimées, comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu des années 90 par les opposants américains à l'expansion de l'OTAN, ces craintes ultimes qu'ils avaient, qu'ils ont exprimées à Bill Clinton, sont en train de se réaliser. En fond, au fait, qui espère une désescalade? On entend ce mot-là depuis quelques jours, quelques semaines. Est-ce que tout le monde le souhaite d'une certaine façon? J'espère, tous les protagonistes, parce que, éviter la guerre, c'est quand même, je dirais, un objectif noble. Donc, surtout l'Ukraine, bien sûr. On sait qu'on a eu des déclarations à répétition de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui, en des termes différents, a dit essentiellement que créer la panique n'aide pas l'Ukraine. Le reste de l'Europe, évidemment, souhaite une désescalade, la Russie aussi, parce que, comme on l'a vu, si elle envahissait l'Ukraine, elle serait frappée par des sanctions sans précédent, les États-Unis aussi. Tout le monde a intérêt à une désescalade. Même s'il y avait une désescalade effective, il faut bien se dire quand même qu'une crise autour de l'Ukraine risque de se reproduire. Parce que chacun, essentiellement, campe sur ses positions à chaque fois. Donc, je dirais qu'il est important de laisser les diplomates faire de la diplomatie, imaginer une solution, un compromis qui puisse contenter, au moins en partie, comme tout compromis d'ailleurs, les principaux protagonistes. Et même s'il y avait un retrait, s'il n'y avait pas d'invasion des Russes, puis qu'ils se retiraient complètement, on n'aurait rien réglé. Est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on espère une entente? Qu'on puisse ne pas avoir peur tout le temps qu'on reprenne le même scénario? Il le faut, effectivement. Et je crois que les deux parties, pour le moment, en tout cas les deux parties principales, on va dire Russie et États-Unis, disent leur désir de continuer à parler. Et c'est une bonne chose. C'est pour apaiser les tensions immédiates, la diplomatie. Il s'agit de diminuer le niveau de la rhétorique, diminuer les déploiements militaires. Et puis, pour résoudre le problème de fond, la solution va passer à nouveau par la diplomatie, par un réexamen de la part de la Russie et des États-Unis de leurs exigences. Et puis, il y aura des négociations qui devront être patientes, effectivement, autour probablement du statut de l'Ukraine, et autour d'une limitation de la présence militaire des différents protagonistes dans cette région. Dernier point, aux États-Unis, très rares sont les responsables politiques qui critiquent l'approche du président Biden, mais il y en a. Quelles sont les solutions qu'ils avancent? Quelles sont les possibilités, les possibles scénarios pour résoudre la crise avec la Russie? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Gilles, la plupart des hommes politiques américains, des femmes politiques américaines, adoptent la ligne dure de l'administration Biden, qu'ils soient démocrates ou républicains d'ailleurs. Mais il y a une opposition ici et là, et surtout de la part de responsables politiques, je dirais indépendants d'esprit au moins, qu'ils soient démocrates ou républicains. Et là, j'en vois trois en particulier principaux. Vous avez Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui est aussi président de la commission sénatoriale du budget, ancien rival de Joe Biden à la primaire démocrate. Vous avez Rand Paul, le sénateur républicain de tendance libertarienne, qui représente le Kentucky au Sénat. Et vous avez, en dehors de Washington, vous avez Tulsi Gabbard, qui est ancienne rivale de Joe Biden également à la primaire démocrate des présidentielles de 2020, ancienne députée d'Hawaï. Tous les trois se sont exprimés sur la question récemment et on a vu très peu
très peu de responsables américains, comme je le disais, qui se sont exprimés en opposition à la ligne dure adoptée par l'administration Biden pour le moment. Et tous trois, Bernie Sanders, Tulsi Gabbard et Rand Paul, dénoncent les bruits de bottes qu'ils entendent à Washington, ils dénoncent le consensus de ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours les faucons, ceux qui sont proches du complexe militaro-industriel qu'évoquait Eisenhower dans les années 61, et tous trois font largement écho justement à ceux des responsables américains qui, aux États-Unis, s'opposaient à l'élargissement de l'OTAN dans les années 90. Pour eux, si vous voulez, Rand Paul dit il faut se mettre à la place de la Russie, dit-il. Comment les États-Unis réagiraient-ils si l'ancienne Union soviétique avait demandé à ce que Cuba fasse partie du pacte de Varsovie? Vous voyez, vous avez quelqu'un comme Tulsi Gabbard qui dit si l'Ukraine devenait membre de l'OTAN, cela serait contraire à l'intérêt national des États-Unis, parce que ça mettrait nos soldats américains et d'autres soldats des pays de l'OTAN en contact direct avec les troupes russes. Et vous avez Bernie Sanders qui ajoute, et je cite, « En 1991, des dirigeants américains ont reconnu que les préoccupations de la Russie étaient légitimes. Ces préoccupations de la Russie sont toujours légitimes aujourd'hui, dit-il. L'invasion par la Russie ne serait pas une réponse au problème de l'Ukraine et au problème de la sécurité de la Russie, mais l'intransigeance de l'OTAN ne le serait pas non plus, dit Bernie Sanders. » Donc vous voyez que ces trois personnages qui sont à des endroits très différents de l'échiquier politique américain se rejoignent sur différents points et notamment sur les solutions, sur leur analyse, comme je viens de le dire, mais aussi sur les solutions qu'ils proposent. Tous les trois, si vous voulez, proposent la même chose, c'est-à-dire que Bernie Sanders, Tulsi Gabbard et Rand Paul disent, voilà, il faudrait que les États-Unis, l'OTAN, donnent une garantie à la Russie, écrite si possible, et non plus simplement verbale, comme James Baker l'avait fait en 91, une garantie écrite que l'Ukraine n'entrera jamais au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Et tous les trois proposent également que l'Ukraine devienne essentiellement un pays neutre, mais libre de choisir ses alliances, mais pas des alliances militaires. C'est quand même, ça me semble quelque chose de entre guillemets, réalisable. Est-ce que vous le croyez? Réalisable, d'autant qu'il Oui, y a un personnage, alors là, ce personnage-là est idolâtré littéralement par bon nombre de l'establishment, Henry Kissinger, qui en 2014, avant même l'annexion de la Crimée, avait publié une tribune, Gilles, dans laquelle il disait à peu près la même chose que Sanders, Gabbard et Paul. C'est-à-dire que Kissinger disait ceci en 2014, et je cite, « La Russie et l'Occident ont empiré la situation autour de l'Ukraine. Si une solution n'est pas trouvée, disait Kissinger dans sa tribune de 2014, la dérive vers la confrontation va s'accélérer. » Donc il disait il faut régler le problème de fond. Et alors, dans cette tribune, Kissinger proposait cette solution-ci. Il disait, et je cite, « L'Ukraine devrait fonctionner comme un pont entre l'Est et l'Ouest. » Et donc Kissinger évoquait dans cette tribune, mais sans utiliser le mot, une finlandisation de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on voit Bernie Sanders évoquer expressément la Finlande, mais même la Suède ou l'Autriche comme des modèles pour l'Ukraine, c'est-à-dire des pays neutres qui choisissent leurs propres alliances, mais qui ne prennent pas d'alliance militaire. Alors, je sais que le mot finlandisation n'est pas forcément apprécié, même en Finlande, par certains Finlandais, mais l'idée que ce mot représente semble faire son chemin, on le voit, notamment à Washington, dans certaines sphères. Et non seulement d'ailleurs à Washington, mais on a vu Emmanuel Macron le 8 février, un chef d'État en exercice cette fois-ci, non plus Bernie Sanders, sénateur. Eh bien, on a vu Emmanuel Macron de retour de Moscou, il était à Kiev, et il a apparemment utilisé le terme de finlandisation. Alors, qu'il ait utilisé ce terme ou non, M. Macron a suggéré une solution qui reviendrait essentiellement à une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire à sa neutralité libre. Alors, cependant, et contrairement à Sanders, Gabbard et Paul, Macron, lui, il n'est pas allé jusqu'à proposer que les États-Unis et l'OTAN donnent à la Russie une garantie, qui plus est écrite, que l'Ukraine ne deviendra jamais membre de l'OTAN. Ça, il n'est pas allé jusque-là. Mais en tout cas, à Washington, vous avez ces trois personnages, Tulsi Gabbard, Bernie Sanders et Rand Paul, d'horizons politiques très différents, qui proposent une solution. Je dirais qu'ils disent tout haut, si vous voulez, dans une certaine mesure, ce que d'autres pensent tout bas. Et tant que les Américains, l'OTAN, la Russie et l'Ukraine parlent, les canaux de communication sont là, on peut avoir l'espoir qu'il va y avoir une solution pacifique.
Bien sûr, Mhm, bien sûr. Il est Quand on se parle, absolument on peut se comprendre, impératif, comme on dit. effectivement. Mhm. Absolument, oui, absolument. Et il faut mieux se parler que de se tirer dessus, c'est sûr. Ouais. Et notamment pour nos Oui. amis ukrainiens. Oui. Et donc oui, effectivement, le temps de la diplomatie n'est pas fini. Et je crois que, en tout cas, les déclarations pour le moment qui sont faites en ce moment, à la fois d'ailleurs par Vladimir Poutine et par Joe Biden, sont rassurantes de ce point de vue-là, dans la mesure où les deux hommes disent clairement qu'ils souhaitent continuer à discuter, à parler, à faire de la diplomatie. C'est ce qu'on a fait pendant au moins 50 minutes. Merci beaucoup, Marie-Christine Bonzon. C'est gentil d'avoir nous avoir fait profiter de votre talent d'analyse. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Merci Gilles. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Marie-Christine Bonzon est politologue et journaliste. D'ailleurs, vous la retrouvez facilement sur le web. Je vous donnerai des indications.